Copier-coller, ça vous dit quelque chose? C'est la fonction la plus utilisée de nos ordinateurs. Prendre quelques phrases dans un texte et le transposer dans un autre. À l'université, 3 étudiants sur 4 reconnaissent y avoir eu recours pour leur mémoire ou leur thèse. Au collège et au lycée, le copier-coller est devenu l'ennemi juré des enseignants qui le traquent sans relâche. Mais les étudiants ne sont pas les seuls. Des écrivains, des journalistes, des publicitaires et même des députés l'ont utilisé pour rédiger des textes de loi. Alors pourquoi autant de copier-coller? Par paresse? Manque d'idées? Ou bien est-ce lié à notre manière d'apprendre? Reportage d'Oriane Baudin qui répondra ensuite aux questions de Françoise. Ce jour-là, nous allons jouer les taupes. Avec la complicité d'Anne-Marie, professeure documentaliste. Ça y est, tout le monde normalement sait exactement où il doit aller. Vous montez à la médiathèque, vous laissez votre sac comme d'habitude. Ces élèves de première doivent achever leur TPE, le travail personnel encadré. Un dossier à rédiger dont la note compte pour le bac. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous sommes là pour observer leur façon de travailler. Chaque groupe a choisi son thème. La peste, l'oreille, le pop-corn ou même des boissons à la mode. Quel est votre sujet? Le coca. Le Coca-Cola. Pour leur recherche, il y a un outil qui vaut toutes les bibliothèques du monde. Internet. Alors, la tentation est grande de copier et coller. Mais ça, c'est interdit. D'ailleurs, Anne-Marie veille au grain. Elle connaît toutes les ficelles. Elle sait que sur le web, il existe des corrigés tout prêts, comme celui-là. Coca-Cola, c'est un sujet qu'on retrouve chaque année. Je ne suis pas sûre qu'il n'ait pas trouvé un TPE tout fait sur Coca-Cola et qu'il n'ait pas utilisé. C'est évident. Ça va être un peu plus fouillé. Les élèves sont censés chercher les informations et rédiger seuls avec leurs mots. Et tumeur au cerveau. Pas si simple. Addiction. Sans le vouloir, vous en avez fait du copier-coller? Sans le vouloir, on a un peu voulu, parce qu'on n'avait pas trop le choix. Mais on est forcément obligé un jour de copier ce qui a marqué. Vous êtes les seuls ou je pense que si on fait un petit sondage sur tous les groupes présents, il y en a énormément qui utilisent des copier-coller. Il y a quelques exceptions qui arrivent à tout rédiger à leur manière. Et pour d'autres, c'est plus compliqué, donc ils cèdent au copier-coller. Autrefois, il fallait tout réécrire. Pour copier, c'était long, très long. Bien sûr, il y a eu des tentatives de modernisation, un peu artisanales. Et puis, le copier-coller est arrivé. Il suffit de 2 petits clics pour prendre une info, la copier et la coller dans un document. C'est la fonction la plus utilisée de notre clavier. Mais ne sommes-nous pas tentés d'en abuser? Élèves, professeurs, écrivains, politiques, journalistes, nous copions-collons plus vite que notre ombre. Est-ce par facilité? Par manque de créativité? Ou est-ce notre façon d'apprendre, toujours en appeler aux auteurs plutôt que penser par nous-mêmes? Sommes-nous devenus la société du copier-coller? Le copier-coller, c'est l'ennemi juré des enseignants. 8 élèves sur 10 reconnaissent l'avoir déjà utilisé. À tel point qu'aujourd'hui, ils s'invitent dans les classes comme sujet de réflexion. Ça se fait comment d'ailleurs concrètement le copier-coller? Enfin, une question toute bête, mais... Moi aussi je connais bien, j'utilise tout le temps. C'est pas du tout interdit d'utiliser le copier-coller. Le copier-coller est tout à fait autorisé. Le problème, c'est quoi qui est associé à la copie dans le cadre du copier-coller? Oui. Un manque de réflexion de la part de l'élève. Alors, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on peut copier-coller finalement sans faire quoi? Voilà, on peut copier-coller sans même lire, effectivement. Et donc forcément sans comprendre. L'auteur... Loïs Bonneau est professeur de lettres. Une fois par an, il consacre un de ses cours de première aux méfaits du copier-coller. Vous diriez quoi, vous? Là, je vais juste dire, le problème, c'est vis-à-vis de l'auteur original. Oui, voilà. Vu qu'on s'approprie ce qu'il a dit. On vole. On vole, oui. On vole ce qu'a fait un auteur. Alors, ça s'appelle comment, ça, le vol? Plagiat. Du plagiat, exactement. Mais avec un esprit... Au fil de la discussion, le professeur leur fait prendre conscience que le copier-coller risque surtout de les empêcher de penser par eux-mêmes. Il y a un enjeu moral, bien sûr, le travail personnel, et puis aussi un enjeu intellectuel. Qu'est-ce qu'on prépare comme société si on est une société de gens qui ne peuvent que reproduire la pensée d'autrui sans regard critique? C'est ça le vrai enjeu, y compris avec des élèves
qui sont promis à des grandes destinées. Il y en a qui sont brillants, hein, mais on attend d'eux qu'ils aient un regard critique sur ce qu'ils copient. Voilà. Qu'ils puissent copier, mais intelligemment. À l'école, la pratique est tellement courante que ce professeur a décidé d'employer les grands moyens. Loïs Bonneau a tendu un piège à ses élèves. Il leur demande, comme devoir à la maison, de commenter un poème baroque d'un auteur peu connu, Charles de Vion-d'Alibret. Puis le professeur tisse sa toile. Il rédige un faux corrigé qu'il poste sur un site de devoirs en ligne. Comme pseudo sur les sites de corrigés, j'avais pris Lucas Charlatano. Ça leur aurait pas posé de problème. Volontairement, son faux corrigé est truffé de fautes d'orthographe et de contresens. Il y a des rimes embrassées, donc ça veut dire que évidemment ça correspond à la naissance de l'amour. Ça c'est complètement débile quoi. Des rimes embrassées, il y en a partout et ça n'a rien à voir avec l'amour. Et le prof va plus loin. Il modifie la fiche Wikipédia de l'auteur et lui invente une amoureuse imaginaire. J'avais mis par exemple sur Wikipédia que le poète était tombé amoureux d'une certaine Madame de Bonnet. Donc quand je voyais Madame de Bonnet, je savais que les élèves étaient allés sur Wikipédia. Et quand ils étaient allés sur les sites de corrigés, là ils recopiaient carrément Anne de Bonnet, il y avait le prénom. Donc ils étaient tout fiers parce qu'ils avaient le prénom, ils avaient plus d'informations. Alors ils n'avaient pas compris que Anne de Bonnet, à l'envers, évidemment, ça faisait Bonnet d'Anne. Mais ça, on pouvait le comprendre que quand je dévoilais la supercherie en classe. Les élèves ont retenu la leçon. Le web est plein de pièges. Lors de cette expérience qu'il raconte sur son blog, 51 élèves sur 65 sont tombés dans le panneau. Pour traquer le copier-coller, il existe aujourd'hui des moyens moins extrêmes. Retour au lycée Saint-Charles. Les groupes des TPE ont-ils été scrupuleux? Les dossiers sont là, prêts à être corrigés. Un effort de présentation. Ah oui, ça c'est bien. Ils sont 4 professeurs à éplucher les dossiers. Et en un clin d'œil, ils détectent les copies copiées. Alors, le sujet, c'est la peste noire de 1348. Et là, on remarque qu'il n'y a aucun lien entre les deux premières phrases. Donc, la peste modifia les paysages et les comportements humains, évoluant du gothique classique au gothique flamboyant pour arriver au baroque. L'architecture fit de nombreux progrès. Donc, Ah oui, ah oui. Non, mais bon, celui-là, on le regardera, hein, parce que Ah oui, là, on passe de la peste noire à l'architecture gothique. effectivement. Ouais. c'est du Donc là, d'après. Oui, là, clairement. C'est Voilà. Allez, On va aller allons-y, vérifier ça. Bon, Pour en avoir le cœur net, les professeurs disposent maintenant d'une arme redoutable. Un logiciel anti-copier-coller. Les profs passent au crible tous les devoirs des élèves. Le logiciel analyse les textes et repère les similitudes avec des sources sur Internet. Comme ici, ce TPE sur la diététique. en rouge, tout un paragraphe qui est commun entre le texte de l'élève et le texte de la source prise sur un site internet. Cette source, la voici. Un article sur le métier de diététicien entièrement pompé. À la fin de l'analyse, le résultat tombe pour tous les TPE. Un pourcentage de copier-coller et un code couleur. En rouge, c'est critique, l'élève risque un 0. Ce nouveau gendarme de l'école est né dans un petit village savoyard, à Saint-Félix. Nous sommes partis à la rencontre des créateurs de ce logiciel, le leader en France de l'antipompe. Et pour le mettre à l'épreuve, nous ne sommes pas venus les mains vides. Bon, on vous apporte un petit échantillon de texte. Un peu de tout genre. Hein. Des dissertes de philo. Notre projet de reportage aussi. ça va, on va regarder si vous avez bien travaillé. 2 minutes d'analyse de notre document On patiente un peu. et le verdict tombe. Soit tous. Ouf. Feu vert. Donc là, le rapport nous dit que vous avez 8% de similitude. Ça veut dire que sur 100 mots dans votre document, il y en a 8 qu'on a retrouvés à l'identique quelque part. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans votre texte, il y a une certaine partie du texte, donc le début, qui est supposé original, ou en tout cas qui n'a pas été retrouvé. Je vois ici qu'il y a un petit morceau qui a été repris d'un article du Monde. En un rien de temps, le logiciel a retrouvé 4 articles qui ont servi à nos recherches. Comment a-t-il fait ? Il est tout simplement venu repérer des motifs, des morceaux de phrases, quelques successions de mots, qui étaient identiques dans votre document et dans le document du Monde. Et si on a suffisamment de motifs qui se répètent et qui sont suffisamment à proximité les uns des autres, on considère qu'on a une zone de texte
où un emprunt a été réalisé. Alors voilà le lieu où le service est conçu. Le logiciel existe depuis 10 ans et équipe maintenant près de 400 établissements qui luttent contre le plagiat grâce à une armée d'algorithmes. Mais en matière de triche, il faut toujours avoir une longueur d'avance et donc sans cesse perfectionner le logiciel. On voudrait arriver à détecter en fait que fameuse a la même signification que célèbre, c'est un synonyme, que équation a la même signification que formule, et qu'en fait du coup ces deux phrases signifient la même chose et que l'une est une reformulation de l'autre. Et pour l'instant on n'arrive pas encore à détecter cela. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris où les plagiaires essayent de trouver des nouvelles façons de tricher et nous on essaie de trouver des nouvelles façons de détecter ces nouvelles formes de triche. Le problème, c'est qu'à ce jeu du chat et de la souris, les souris courent souvent plus vite. Cet ex-étudiant en école de commerce est un champion du copier-coller. Pendant toutes ses études, il l'a utilisé sans jamais se faire pincer. Il a appris à contourner les logiciels anti-plagiat. L'autopsie, succès inachevé. Notre tricheur a trouvé un devoir sur Internet. Il copie-colle intégralement 2 paragraphes. Il va maintenant trafiquer ce texte. Il y a une petite astuce qui est tout simplement de remplacer des espaces par des caractères blancs. Donc par exemple, je vais mettre un X, j'enlève l'espace qui est à droite, donc ça fait sinex-le. Maintenant, le X, je le mets en couleur blanc, et maintenant ça simule un espace. Donc pour nous, visuellement, on voit signer-le, mais le logiciel va voir signex-le, donc qui est un mot qui ne veut rien dire. Donc ça brouille les pistes. Voici maintenant une touche magique. En cliquant dessus, le tricheur insère un faux espace. Celui-ci est invisible à l'œil nu par un professeur, mais il est compris par un logiciel anti-plagiat qui croit lire 2 mots. Lui, ce qu'il verra, c'est ça. Il verra le mot at et le mot n. Des mots qui n'existent pas dans le document original, donc le pourcentage de plagiat va diminuer. Le logiciel va-t-il repérer la supercherie? Vérification en testant le document. C'est un succès. Le pourcentage est seulement de 4%. Seulement après quelques petites manipulations et 5 minutes de changement et de travail, on a un document original, du moins aux yeux des logiciels anti-plagiat. Notre tricheur est allé jusqu'à Bac+5 en copiant-collant. Comme lui, 3 étudiants sur 4 connaissent y avoir recours pour leurs travaux universitaires. Mais quelle valeur donner à un diplôme obtenu en trichant? Face à l'ampleur du phénomène, les facultés ont décidé de réagir. À 2 pas du massif des Alpes, l'un des plus grands campus d'Europe, l'Université de Grenoble et ses 60 000 étudiants. Depuis 2 ans, elle mène une campagne acharnée contre le plagiat. À 26 ans, Mélanie est en dernière année de pharmacie et présente sa thèse dans quelques semaines. Mais avant la soutenance, elle doit passer une épreuve décisive. Son professeur a soumis sa thèse au logiciel de détection. Ça va? Si elle a copié-collé, elle n'aura pas son diplôme. Donc, écoute, j'ai bien reçu ton premier gel. Hein, c'est presque fini, hein, il manque vraiment pas grand-chose. Oui. Alors, il m'a sorti un rapport, tu vois, avec un taux de similitude qui est là après correction, donc à 9%. Donc on peut regarder ensemble le rapport, comme ça l'intérêt c'est qu'on puisse voir ensemble les éléments qui ont pu poser question. Oui. Tu as mis plusieurs annexes avec des figures qu'on voit là. Donc c'est vrai qu'elles sont très intéressantes ces figures. Bah là tu as reproduit directement la figure. On ne peut pas faire ça sans l'autorisation de l'auteur. Donc sur Internet... Mélanie pensait avoir été vigilante, mais même les bons élèves ne sont pas à l'abri du copier-coller. Les schémas. Là où j'ai vraiment appris, c'est au niveau des figures, ouais. C'est vrai que je pensais que le fait de pouvoir, de les citer, de mettre la référence suffisait à pouvoir les exploiter. Et je pensais pas qu'il fallait demander l'autorisation de l'auteur. Donc je pense que ça m'a vraiment appris sur ce point-là, ouais. L'étudiante a encore le temps de rectifier le tir avant la soutenance. L'université de Grenoble ne plaisante pas. Elle a lancé une charte anti-plagiat et des ateliers pour les élèves. Quand on insère une citation sans l'encadrer par des guillemets, là aussi on est dans du plagiat. Autour de la table, des documentalistes et des étudiantes.
elles apprennent comment ne pas tomber dans le plagiat. Des vidéos. Quand on utilise le cours d'un cours sans l'autorisation de l'enseignant, alors ça peut être assez fréquent comme cas de figure. Et quand on insère un contenu trouvé sur le web sans indiquer... Pour ces élèves, tout est nouveau. Après l'enseignement très scolaire du lycée, l'université exige une réflexion personnelle. Cas de figure. Le problème, c'est qu'on a perdu l'habitude de reformuler, de se réapproprier. Depuis le lycée, on ne le fait pas. Donc ça devient très très dur intellectuellement de dépasser le stade de l'addition de petits trucs. On se dit qu'on va faire un mémoire avec ça. Mais forcément, on n'est pas capable de faire autre chose que d'épater, de copier-coller. Et puis on nous interdit de parler à la première personne aussi. On est automatiquement amené à utiliser les paroles des autres, puisque la nôtre n'a pas de poids, en fait. Donc je pense que c'est aussi ça le dilemme. Le copier-coller serait-il la conséquence de notre système d'apprentissage? D'autant que certains professeurs eux-mêmes ne montrent pas vraiment l'exemple. Le plagiat gangrène aussi le corps enseignant à son plus haut niveau. À Toulouse, ce matin d'hiver, la ville rose a mis son manteau blanc. Comme pour étouffer une affaire qui secoue l'université Paul Sabatier depuis 7 ans. Une affaire qui oppose un jeune Jordanien, Samer Nouvaré, à son professeur et doyen de l'université Michel Sixou et son épouse. Le couple d'enseignants aurait plagié le mémoire de l'étudiant pour publier une thèse sur le même sujet. Et pour que l'épouse obtienne un poste de maître de conférence à la faculté dentaire. Maître Cohen-Tapia a défendu le jeune homme dans cette affaire. Il a quitté la France et vit au Canada. Il a vécu le copier-coller de son professeur comme une trahison. Le plagiat qui était fait, c'était un copier-coller de le résultat final de mon travail. Ça veut dire le copier-coller de mon mémoire. Le 50 pages de mon mémoire, c'était copier-coller. Quand il s'en rend compte, l'étudiant décide de porter plainte. Quelqu'un d'autre a pris les crédits de ce travail. Vous avez le sentiment que c'était un vol? Vous parlez d'un vol? C'était un vol, c'était un vol, c'était un vol, c'était un viol aussi. Ironie de l'histoire, le mémoire plagié portait sur l'éthique médicale. Merci. L'enseignante a été condamnée en première instance pour contrefaçon. Elle a fait appel. Le deuxième procès aura lieu en juin. Pour l'avocate, les affaires de plagiat sont devenues monnaie courante au sein de l'université. Il y a beaucoup d'affaires de copier-coller au niveau des thèses. Il y a eu des condamnations, il y en a tout le temps d'ailleurs, des condamnations, parce qu'aujourd'hui les gens portent ces affaires devant les tribunaux. Mais là, on est à un haut niveau. C'est-à-dire que là, ce qui étonne, c'est que ce sont des gens qui ont quand même des postes importants au sein de l'université et qui n'hésitent pas à plagier les devoirs des étudiants. Voilà. Au moment où l'affaire éclate, la direction de la faculté reste étonnamment discrète. Le milieu universitaire n'aime pas étaler au grand jour les affaires qui fâchent. Seuls quelques professeurs prennent le parti du jeune Jordanien, comme Gérard Brunel, maintenant à la retraite. Il a aidé l'étudiant à porter plainte. Pour lui, ces pratiques scandaleuses seraient bien plus courantes qu'on ne le pense. C'est un procédé qui est parfaitement connu et identifié dans le milieu universitaire. On ouvre son laboratoire à un étudiant étranger, on le fait travailler à la paillasse, on recueille ses résultats, on lui donne le diplôme pour lequel il est venu et on le renvoie chez lui. Et ensuite, on utilise les documents, ces résultats, comme on le souhaite. C'est un classique. On peut imaginer qu'il y aurait énormément de cas similaires. Je peux difficilement vous le dire. Comment voulez-vous qu'on le recense, ça? D'autant que des cas similaires, il y a ceux qui sont détectés et ceux qui passent inaperçus. Et je pense que c'est la majorité qui passe inaperçus. Et si la pratique est relativement courante, on peut imaginer? Elle est connue. Elle est connue des universitaires. À Toulouse, des professeurs et un étudiant ont bravé l'omerta. Mais combien ferment les yeux pour préserver la réputation d'une université? Même en cas de plagiat, peu de thèses sont annulées,
les enseignants restent à leur poste. Il faut dire que le copier-coller a envahi tous les secteurs de la société, y compris les plus inattendus. Dans la publicité, il arrive de voir double, et même triple, ce qui a le don d'agacer ce drôle de type avec une cagoule. Joe la Pompe, c'est son surnom, se déguise pour agir incognito et traquer le copier-coller jusque sur les affiches des grandes marques. Il épingle ceux qui, n'ayant plus d'idées, piquent celles des autres. Personne ne sait qui il est, à part que c'est un publicitaire. Sur son site internet, il se moque de ses copieurs de collègues. C'est une vieille affiche française, et puis ça, c'est un truc qui a été refait en Chine cette année. Des exemples comme ça, il en a des centaines. Des affiches qui seraient en panne d'originalité, mais aussi des vidéos très inspirées. À gauche, une pub française pour un biscuit. À droite, une pub hollandaise pour du papier à imprimer. Et un scénario commun, une employée en pleine osmose avec la photocopieuse. Comment expliquer ce manque de créativité ? Les créatifs dans le monde entier ont les mêmes influences, ont les mêmes références culturelles, vont voir les mêmes films, mangent dans le même type de restaurant, regardent les mêmes séries à la télé, mais aussi ils travaillent sur des produits qui se ressemblent. Les automobiles, notamment dans le secteur automobile, il n'est pas rare que les marques copient elles-mêmes sur les marques sur les modèles qui ont marché chez les concurrents. Donc un publicitaire, normalement, c'est son métier de créer de la différence sur quelque chose qui est identique. Mais quand il a des produits identiques, avec des briefs identiques et puis des stratégies publicitaires qui sont identiques, en bout de chaîne, un créatif, c'est normal que même à l'autre bout de la planète, il puisse arriver avec des solutions identiques. À écouter ce justicier masqué, toute notre société serait donc un immense copier-coller. Les écrivains, les journalistes, les politiques, tout le monde copie. Jacques Attali, PPDA, Calix Beyala, Thierry Ardisson, Ramayad, l'actualité regorge de cas de plagiat. Jusqu'à la directrice de la prestigieuse école de journalisme de Sciences Po, accusée d'avoir fait quelques emprunts pour ses chroniques radio. Ou Joseph Massescaron, directeur de la rédaction de Marianne, obligé de faire son mea culpa pour avoir picoré des articles de presse. Et les politiques ne sont pas en reste. Ici, un discours de Nicolas Sarkozy, imité par le président malgache. Profonde. Je veux demander à mes amis, je demande donc à mes amis de me laisser libre. De me laisser libre. Libre d'aller vers les autres. Libre d'aller vers les autres. Vers celui qui n'a jamais été mon ami. Libre d'aller vers celui qui n'a jamais été mon ami. Encore plus fort, un ministre australien reprend un discours de Michael Douglas dans un film hollywoodien. He is interested in two things, and two things only. Making you afraid of it and telling you who's to blame for it. He's only interested in two things. Making Australians afraid of it and telling them who's to blame for it. Si ces scènes prêtent à sourire, elles amusent moins les victimes de plagiat. Pascal Froment est écrivain. L'un de ses ouvrages a été en partie copié-collé par une sommité du monde économique, Alain Minc. Ouais, d'accord. Auteur d'une biographie sur René Bousquet, préfet de Vichy, elle découvre un jour des reprises dans l'essai de l'économiste. J'ai été chercher mon livre, j'ai fait des comparaisons, j'ai regardé un peu à la loupe et parfois j'ai été surprise, parce que je me souviens pas par cœur de ce que j'ai écrit, et j'étais surprise de voir que des petits bouts de phrases. Elle dénombre plus de 300 passages semblables, des faits historiques mais racontés de la même façon, au mot près. Auberg convoque Bousquet et l'informe du projet d'évacuation et de destruction du Vieux-Port. Il s'agit de la rafle de Marseille en 1943. Il lui demande de n'en parler qu'à Laval. Chez mon plagiaire Alain Minc, ça donne « Auberg convoque Bousquet, l'informe de la décision du Führer d'évacuer et de détruire le Vieux-Port et lui demande de n'en parler qu'à Laval. » Je me suis dit, bon, il faut aller au tribunal tout de suite. La loi, c'est qu'on ne va pas se vautrer dans le nid du voisin comme un gros coucou pour lui voler ses affaires et faire son marché. Voilà. La justice retient 47 passages similaires et condamne Alain Minc à verser 11 000 € de dommages et intérêts et de frais de justice. Ce n'est pas la première fois qu'il ait pris la main dans le pot de plagiat. En 2001, pour sa biographie de Spinoza, il avait plaidé l'erreur de jeunesse tardive.
Dans le cas de Pascal Froment, il avance un nouvel argument et fait amende honorable. Madame Froment a défendu son précaré. J'avais tort de braconner sur son précaré. Je pense que sur le fond, elle a eu tort. Mais c'est son droit. Donc elle a raison juridiquement. Pourquoi est-ce qu'elle aurait eu tort? Je pense que quand vous lancez des idées, des textes dans le débat public, c'est très bien qu'ils soient repris. Mais puisque la jurisprudence est autre, j'aurais mieux fait d'être plus prudent. Conscient de son geste, il l'assume pourtant au nom de la circulation des idées. Combien sont-ils, ces écrivains, à avoir un jour trempé la plume dans l'encrier du voisin? Hommage, clin d'œil, copie, création, où placer le curseur? L'Académie française, la gardienne des mots, n'a jamais pris position sur le sujet. Jean-Marie Roire, l'un de ses membres, a bien une petite idée. Héritier d'une famille d'artistes, écrivains, journalistes, il ne croit pas en l'œuvre originale. Nous serions tous sous influence. Quand vous lisez un texte de Proust, c'est vrai que vous avez des réminiscences, à la fois de Saint-Simon, des réminiscences de Balzac. C'est vrai que le petit clan verdurin dans Proust fait penser énormément à la pension Vauquer dans Balzac. Donc, si vous voulez, l'art ne naît pas de rien. L'art naît moins de la réalité, d'une réalité vécue, qu'il ne naît d'une expérience littéraire. Un écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui a aimé les autres écrivains et qui, disons, a vécu dans une forme d'infusion avec d'autres écrivains. Pas en rivalité, hein, en infusion. Il a adoré les autres écrivains. Il les a aimés au point qu'il les a fait siens. Je pense, donc je copie. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement ça, le copier-coller? Un raccourci sur un clavier pour accéder à la connaissance et s'en servir pour faire avancer notre pensée. Finalement, une sorte de copier créé. L'essentiel étant de ne pas se faire pincer. Bonsoir Oriane. Bonsoir. Alors vous explorez dans votre reportage plusieurs domaines dans lesquels s'exerce ce copier-coller, par exemple la littérature, au lycée, dans la publicité. Mais il y a un autre domaine dans lequel il a surgi ces dernières semaines. Lequel? Tout à fait. C'est le domaine de la politique qui n'est pas à l'abri du copier-coller. Il y a peu de temps, justement, une députée des Bouches-du-Rhône a présenté une proposition de loi visant à faire reconnaître le génocide assyrien par la France. Elle est allée sur Wikipédia et a recopié des passages intégralement de cette encyclopédie en ligne, mais elle a également recopié les liens hypertextes qui permettent de retrouver ce site internet. Et c'est comme cela qu'elle a été confondue. Mais elle est loin d'être la seule. Il faut savoir que beaucoup de propositions de loi, d'amendements, sont des reprises finalement de recommandations écrites par les lobbies qui, eux, représentent les groupes industriels ou les syndicats. On retrouve notamment au Parlement européen plusieurs amendements qui seraient des copier-coller. Un site belge, justement, s'est amusé à recenser tous ces amendements copier-coller des textes écrits par les lobbyistes et a décerné la palme à une députée autrichienne qui, sur 15 amendements, sur les 25 qu'elle présentait, 15 de ces amendements étaient justement des copier-coller. Alors, est-ce que le copier-coller est lié à la génération Internet ? Alors, c'est sûr qu'Internet a démocratisé le copier-coller, a accéléré les choses. Mais le copier-coller et le plagiat, c'est très ancien. Ça a toujours existé. C'est le regard sur lui qui a changé. Puisqu'il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, il était presque de bon ton, finalement, de copier, de faire référence aux anciens, aux latins, aux grecs. On écrivait sous l'autorité des anciens. Ça donnait presque une légitimité littéraire. Par exemple on pense notamment à Jean de La Fontaine, qui, lui, a emprunté beaucoup à Ésope, au grec Ésope, pour ses fables. Montaigne, lui, c'est à Plutarque qu'il a emprunté. Et à partir du XVIIIe siècle, il y a eu un espèce de basculement. Le droit d'auteur est apparu, ainsi que la propriété intellectuelle. Le livre est devenu un produit marchand. Et à partir de ce moment-là, on a considéré que c'était inapproprié de copier-coller en toute impunité, qu'on ne pouvait plus comme ça ainsi voler les mots des autres. Merci beaucoup, Oriane. Merci.